Bienvenue dans Les Clochards Célestes, votre émission LSD, le sens du devoir. Ce soir, nous recevons un individu qui est quelque part à cette mystérieuse croisée des chemins entre Claude Debussy et Brian Wilson des Beach Boys, entre Maurice Ravel et Phil Spector, entre Ajaccio et un bowling, entre la frite et la banane. Ce soir, nous recevons Bertrand Burgalat. Alors, Bertrand Burgalat, bonsoir. Bonsoir. Bertrand Burgalat, quand on s'intéresse à Bertrand Burgalat, il y a plein d'adjectifs qui arrivent. Dandy, postmoderne, baroque, kitsch, acidulé, janséniste, futuriste, haut fonctionnaire pompidolien. Est-ce qu'il y en a un que vous retiendrez ou certains que vous éliminerez d'emblée ? C'est difficile, moi je peux pas les revendre. Enfin, il n'y a rien de tout ça que je revendique en tout cas. Mais après, comment dire, c'est pas moi qui rédige la fiche Wikipédia que vous avez lue, donc c'est délicat. C'était pas la fiche Wikipédia, c'était pire que la fiche Wikipédia. Mais voilà, on n'est pas responsable des adjectifs qu'on peut nous coller. Non, il n'y a rien que je revendique là-dedans, mais il n'y a rien, enfin, comment dire, il y a des malentendus, c'est parfois quelque chose de très positif. D'ailleurs, hors micro, j'ai dit, c'est la première fois qu'on recevait un chanteur et vous m'avez tout de suite arrêté. Oui, parce que je me considère, même s'il m'arrive de chanter, mon occupation principale dans la vie, c'est pas de chanter, donc je me considère pas comme un chanteur. Vous définiriez comme musicien ? Oui, comme musicien, ouais. Voilà, et donc ça peut prendre des formes différentes, parfois de chanter, mais je pense que quelqu'un qui est chanteur, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est un engagement qui est différent, qui a quelque chose quand même de plus spectaculaire. Il y a un côté performance qui est pas du tout mon cas. D'ailleurs, vous dites je suis chanteur par défaut, oui, ou par accident, ou faute de mieux. Pas faute de mieux, ça j'ai jamais dit, mais par défaut. Oui, parce que, comment dire, pour moi une chanson c'est comme si elle existait déjà et qu'il fallait juste découvrir un peu la poussière et la faire émerger. Donc une chanson, il faut qu'elle existe, et s'il n'y a pas d'autre moyen que ce soit moi qui la chante pour qu'elle existe, et ben je vais la chanter. Mais vous préférez parfois qu'elle soit chantée par d'autres ? Ah oui, parce que je trouve que c'est ça l'intérêt il y a des chanteurs qui portent des chansons, qui arrivent à leur donner une autre dimension, qui arrivent à la faire traverser aussi des publics. Moi, comment dire... Si je chante une chanson, même si je crois toujours au petit miracle qui fait que parfois il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, qui sort de nulle part et puis qui tout d'un coup va toucher beaucoup de gens, moi ça m'est jamais vraiment arrivé et donc je pense qu'il y a des interprètes qui sont des ambassadeurs plus indiqués pour ça. Alors c'est assez étonnant parce qu'en même temps vous dites que vous avez du mal à écrire pour vous et que vous préférez écrire pour les autres parce qu'il y a une forme de pudeur peut-être qui vous empêche d'écrire pour vous. C'est plus facile d'écrire pour les autres parce qu'on a l'impression, je ne sais pas moi, c'est comme si on fait une déclaration d'amour et que c'est quelqu'un d'autre qui la lit, c'est moins gênant. Il y a un truc de... de toute façon, quand on fait quelque chose en pensant le faire à une autre destination, parfois ça m'arrive de faire des morceaux pour des musiques de films et puis finalement de les utiliser pour des chansons ou vice-versa. Mais parce qu'on avance un peu en quinconce comme ça. Mais je sais pas s'il y a, mais ça doit vous arriver dans vos études quand vous avez un examen ou quelque chose important, finalement vous révisez l'autre matière. Ah oui, moi je n'y vais carrément pas comme ça. Ouais. Pas de chance de les louper. Et alors vous les réussissez quand même sans y aller ? Par des certificats médicaux. Ah bravo. Alors, d'ailleurs, c'était assez intéressant, vous racontiez votre manière de composer et notamment la peur du système trop bien huilé. Et donc parfois, quand vous composez, vous faites les accords de la main droite, la mélodie de la main gauche, vous mettez votre main au hasard, vous faites des choses un peu bizarres pour arriver à quelque chose d'original. Mais parce qu'on a, la musique, il y a un élément immatériel, c'est des ondes, mais il y a un élément très terre-à-terre qui est très physique, qui est à la limite du sport. Il y a une gymnastique quand on pratique un instrument. Et donc si on compose à la guitare ou si on compose au piano, par exemple, dès qu'on met les doigts sur l'instrument, instinctivement on va vers certaines notes, vers certaines suites d'accords. Et donc c'est bien de temps en temps d'essayer de brouiller un peu les pistes et de changer ça pour s'obliger à pas répéter toujours exactement les mêmes combinaisons. Donc c'est vrai que ça peut être croiser les mains, ça peut être pour se désinhiber, je sais pas, on peut écouter la radio.
Ah, ou même composer dans des endroits étranges, de dos. Mais en tout cas, si on, il y a quelqu'un qui j'ai jamais utilisé ce truc-là, mais je crois que Brian Eno avait fait qui est un très grand producteur, il avait conçu une espèce de jeu de cartes pour utiliser en studio, qu'il a utilisé avec David Bowie, avec même U2, et selon la carte qui sortait, qui était juste une façon, c'était un Monopoly, je sais pas, il allait leur dire, vous allez commencer par le refrain. Et la carte disait ou inverser le sens des paroles. Et c'est des choses qui introduisent un peu d'aléatoire et qui permettent finalement, cet aléatoire permet parfois d'être plus proche de ce qu'on voulait vraiment dire. Et c'est pour ça que vous expliquez que les premiers prix de conservatoire sont souvent très mauvais pour composer des choses un peu étonnantes. C'est un peu comme un grammairien qui voudrait écrire des romans. Alors il commencerait par dire je vais mettre un article, puis je vais mettre un verbe, puis un complément du nom. Oui, enfin je dis ça pour me rassurer parce que j'ai pas de premier prix, évidemment. Évidemment. Mais non, ce que je voulais dire par là, c'est que l'éducation musicale classique, qui est très bonne, très rigoureuse, elle ouvre beaucoup de choses parce que quelqu'un qui a une formation très académique, il a un bagage, il a une facilité, a priori une facilité d'adaptation et de renouvellement qui est formidable, mais le mauvais côté parfois, c'est qu'on a tellement appris par l'analyse musicale à tout décortiquer de façon technique qu'il y a un danger d'être prisonnier d'une forme de maniérisme, et c'est ce qui arrive à surmonter les grands compositeurs qui ont ce genre de bagage. Les grands compositeurs de musique de film qui ont une très solide formation classique, ce qui est en général le cas, c'est justement qu'ils ont réussi, même s'ils savent très bien quand ils font quelque chose, ils disent tiens, ça Rossini a utilisé ci et ça, mais ils vont arriver à en faire quelque chose de beaucoup plus personnel. Mais c'est vrai que l'analyse musicale, elle pousse à une forme de rationalisme total dans la musique, où on analyse, on se dit là il a mis une quinte diminuée, etc. Un truc très technique, et c'est un peu comme si effectivement dans la littérature, les gens disaient, il y a des gens qui doivent dire ça, vraiment le complément d'objet direct chez Balzac. Et le moment où il met cet adverbe, là c'est insensé, quoi. Et je suis sûr qu'il y a de la même façon d'ailleurs, je pense que souvent on voit des amateurs de littérature qui n'osent pas écrire parce qu'ils sont tellement écrasés par leurs admirations qu'ils se disent j'arriverai jamais j'arriverai jamais au niveau de Flaubert, donc ils sont à la terrasse des cafés à raconter des conneries finalement. C'est un peu nous. Mais non, mais vous êtes jeunes. Mais alors il y a quand même un drame dans la chanson, c'est la disparition du pont. Ah merci. C'est un grand drame, et est-ce que vous essayez d'y remédier tous les jours à la disparition du pont? Non, parce que je fais beaucoup de chansons sans pont. Ah oui, mais, moi aussi. Oui, moi aussi. Non, parce qu'une chanson, il n'y a pas de règle. Il y a des chansons géniales qui ont un accord. Je sais pas, et Bo Diddley, il n'y a pas beaucoup d'accords, mais c'est superbe. Mais c'est vrai que la programmation, déjà les radios FM, depuis 30 ans, ont beaucoup rétréci un peu au lieu d'apporter pour employer un mot galvaudé, de la diversité, elles ont au contraire uniformisé beaucoup la musique. Et c'est vrai que on a une écoute qui est de plus en plus rapide, et ce qui fait qu'une chanson au bout de 30 secondes, elle a déjà à peu près tout donné. Et donc c'est le pont qui était cette partie souvent un peu inattendue au milieu, à la fin dans la deuxième moitié du morceau, qui à la fois introduisait une variation mais qui allait relancer la chanson. Oui, c'est très rare. Déjà le refrain maintenant, et c'est assez rare, souvent le refrain c'est les mêmes accords que le couplet, mais avec une mélodie différente. Et c'est quoi ce qu'on appelait les chansons carrées? Carré? Qu'il y avait on disait des chansons bien carrées, aujourd'hui on appelle des chansons carrées. Ah oui, non, elles sont très carrées maintenant. Une chanson, quand on dit c'est carré, c'est que c'est hyper, c'est très rigide. Enfin, quand on dit c'est carré, qu'est-ce qu'on peut dire? Sais pas, un rock carré, c'est que c'est joué vraiment au cordeau, ça traîne pas, c'est très bien joué, mais ça veut dire aussi que voilà, ça déborde pas, quoi. Et c'est bien parfois. Alors, on va repartir du début de votre enfance à Ajaccio. Je suis pas du tout. Non. J'ai passé un an à Ajaccio Vous avez passé un an à Ajaccio, oui. Non, mais c'est pas grave. Je pense que c'est pas du tout. J'étais sur une autre personne. Mais vous racontez votre enfance, cet enfant seul dans sa chambre, qui écoutait du rock progressif, qui se faisait un peu maltraiter à l'école à cause de son père préfet, un garçon pas forcément bien dans sa peau.
C'était un peu ça votre enfance? En partie, oui. Oui, c'est à peu près ça. Et tout le monde n'a pas eu la chance d'être aussi épanoui et d'avoir une jeunesse aussi épanouie que vous, qui respirait, c'est pas le bien-être. Donc c'est un message d'espoir, on peut s'en sortir d'une adolescence difficile. Alors, et vous racontez qu'à Ajaccio, il y avait une scène rock très intéressante, et vous dites, mais ceux qui étaient les plus mûrs ont pris le tournant punk. Oui, c'est vrai. Quel était le lien entre la maturité et le fait de prendre notre... Non, mais il y a un truc, j'étais très jeune quand même, j'avais 13-14 ans, et je traînais avec des adolescents qui étaient quand même plus âgés que moi, qui avaient 16-17 ans. Et c'est un âge où d'avoir 2-3 ans de différence, c'est assez important finalement. Et donc moi, ce truc de punk, je ne le comprenais pas. Surtout qu'en France, on avait beaucoup mis l'accent sur le fait que genre, on revendiquait le fait de mal jouer. Enfin, il y avait une espèce de truc, évidemment nihiliste, mais qui était d'ailleurs assez peu conforme à la réalité, parce que les bons groupes de punk, c'était un vrai engagement, ils jouaient très bien en réalité. Ils jouaient pas dans un sens de démonstration technique, ils voulaient pas montrer qu'ils jouaient bien, mais c'était quand même justement très carré, c'était très nerveux, et c'était pas facile à faire. Mais je pensais qu'il y avait un truc un peu superficiel là-dedans, ce qui fait que moi, ça ne m'attirait pas, et d'une certaine façon, ce qu'il y a d'intéressant dans le rock, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tardivement. J'aimais beaucoup des trucs de rock, bien sûr, mais en fait, au bout de, je sais pas, un peu plus tard, c'est plutôt à la fin des années 60, enfin vers 79-80, là, je me suis rendu compte qu'en fait, des trucs souvent les plus intéressants dans le rock ou dans la musique n'étaient pas toujours les plus prétentieux, au contraire, et que ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois, et surtout dans la pop, il y avait des gens qui avaient fait des choses magnifiques, mais que ça restait une musique, surtout à l'époque, qui était destinée aux adolescents, aux teenagers. Il y avait quelque chose, et c'était ça aussi qui était beau, c'était cet affrontement entre le côté commercial et les ambitions artistiques. Et c'est ce qu'a fait, c'est aussi ce qu'a réussi ce qu'ont réussi les grands producteurs de cinéma, par exemple, qui ont fait souvent Hollywood a fait des œuvres incroyables, et c'était des gens qui étaient quand même très terre à terre souvent. Alors, mais quand vous racontez cette jeunesse en Corse, il y a même un côté un peu burlesque. Par exemple, à chaque fois qu'il y avait un voyage officiel, votre père était préfet, il risquait un peu sa peau, parce qu'il risquait de se faire prendre en otage. Et alors, une fois, il va voir le preneur d'otage, il lui dit « fais pas le con ». Ah non, c'est pas ça. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est ce que j'ai expliqué, c'est qu'à l'époque, comme aujourd'hui, les préfets ont beaucoup moins de pouvoir aujourd'hui depuis les lois de décentralisation. À l'époque, le préfet représentait l'État, c'était quasiment le seul représentant de l'État, et ils étaient assez exposés, ils étaient terrorisés, quels que soient les dirigeants du moment, c'est vrai, parce que s'il y avait la moindre chose, je sais pas moi, si le président de la République se prenait une tomate, le préfet sautait. Pourtant, il n'était pas pour grand-chose dans la tomate. Donc, effectivement, il y avait eu un précédent, un peu avant, il y avait un préfet qui s'appelait Jacques Gandois, qui était le prototype du haut fonctionnaire extrêmement chic, bien, et il y avait une prise d'otage, il était préfet dans la Sarthe, et il avait réussi à rendre raison aux preneurs d'otages, et aux informations, on avait vu qu'il disait aux preneurs d'otages « fais pas le con ». Et le président Giscard d'Estaing avait estimé que c'était pas digne d'un préfet de s'exprimer de la sorte, donc le type qui avait rédigé un traité des bonnes manières d'ailleurs, le pauvre avait été limogé. Donc voilà, c'était un très mauvais signal, mais ceci dit, voilà, mon père était dans des postes comme ça, mais il n'a pas connu, même s'il est mort peu de temps après, il n'a pas connu le destin épouvantable du préfet Erignac. Mais c'était une période assez violente, effectivement, en Corse. Il y avait même le teckel de votre mère qui avait failli mordre Valéry Giscard d'Estaing. Oui, c'est vrai. J'ai même des photos. Photos. Oui. Mais bon, voilà, non, mais ça, c'est des anecdotes. Mais effectivement, non, c'est le genre de truc dont on rigolait, évidemment. Oui. Vous décrivez une ambiance biblique.
vous disiez, vous décrivez une scène avec une forêt détruite par un incendie. Ah oui, non, ça c'est un autre, alors ça c'est un autre truc. Ouais. En fait, je vois, et c'est un article qu'il y a eu dans la presse corse, parce que je suis revenu il n'y a pas longtemps où je parlais de mon passage en Corse, et vous me parlez de ça, effectivement, mais là c'est un peu sorti du contexte. L'ambiance biblique n'est pas dans la préfecture d'Ajaccio, mais c'est à Cagnan, c'est dans le nord de l'île, et je raconte une personnalité là-bas qui était un avocat qui était assez marrant, et effectivement je raconte ça, et sa voiture créée. Mais voilà, c'est des anecdotes que là vous reconstituez, mais et qui à mon avis sont pas du plus haut intérêt pour Radio Sciences Po. Pourquoi on appelle en même temps, non, mais il y a des futurs, une émission régionale corse. Il y a des futurs fonctionnaires, mais même si bientôt tout ça n'existera plus, puisqu'il y aura plus. Enfin, mon père était devenu préfet juste avant l'ENA, donc. Alors, une chose intéressante, par contre, à 10 ans, premier choc musical, les Pink Floyd. Oui. Mais c'est drôle, on vous imagine assez mal. Est-ce que vous étiez un peu dans une ambiance hippie, avec des tapis killing, de la fumée, écoutant les Pink Floyd, ou c'était... Non, mais alors déjà, c'est un truc qui est intéressant, c'est que, quelle que soit l'époque, on a une représentation de ces époques-là qui est toujours décalée. C'est-à-dire que les années 70... Bien sûr qu'il y avait plein de gens qui avaient les cheveux longs et tout ça, dans la société française, mais la plupart des gens des années 70 s'habillaient comme on s'habillait dans les années 60. De la même façon qu'aujourd'hui, s'il fallait décrire les années 2010, il y a toujours ce décalage. Il y a encore beaucoup de gens qui s'habillent comme il y a 20 ans. Donc les années 70, d'une certaine façon, par exemple, j'adore les gens qui achètent du mobilier 70, mais le mobilier 70, les gens qui achetaient ça, c'était la génération de mes parents, les médecins, c'était un truc de notable. Les jeunes, ils s'achetaient des trucs dans des brocantes, ils s'habillaient avec des vieux vêtements. Donc il y a toujours un décalage là-dessus. Et évidemment, c'était une époque, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Vous voyez, on doit être dans un appartement qui doit être celui de vos parents ou un truc, mais à l'époque, il y avait une guerre de génération terrible. Après la guerre, en fait, qui a continué jusqu'aux années 80. Et en fait, les générations les gens qui ont eu 20 ans et qui n'ont pas fait la guerre de 40, 45, après, très vite, il y a eu quand même ceux qui sont partis en Indochine, il y a eu la guerre d'Algérie, mais après tout ça, il y avait un vrai choc de civilisation, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les générations précédentes qui ne comprenaient pas que leurs enfants, ils étaient terrorisés en fait par tout ce que véhiculait le rock, c'est-à-dire un monde de vitesse, d'excès, de drogue, tout ça. Et pourtant eux, ils avaient connu des périodes qui étaient souvent beaucoup plus difficiles, mais pour cette génération-là, tout ce qu'a incarné le rock, c'était quand même un truc très... Et maintenant que j'ai une fille, je me dis, mais oui, il y avait de quoi, en fait. Parce qu'il y avait... les jeunes mouraient à moto, il y avait un truc extrêmement quand même violent, d'une certaine façon, et qui paraissait dangereux pour les parents. Et évidemment, plus ça paraissait dangereux, plus ça nous attirait. Donc il y avait ce décalage dans toute la société. Et cette guerre de génération, elle a complètement disparu. Pourquoi, à votre avis ? Parce que... Peut-être parce que quand la gauche est arrivée au pouvoir, en fait, c'est-à-dire que jusqu'à... il y avait quand même un monde, dans les années 60 et surtout les années 70, c'était un monde d'utopie. Et donc les gens croyaient ou pas ces utopies-là, comme avant on croyait ou pas en Dieu, ou comme aujourd'hui on croit ou pas dans l'art contemporain. Donc il y avait les gens qui croyaient au paradis marxiste, comme avant on croyait à la vie après la mort, ou aujourd'hui comme les gens vont acheter des trucs à la FIAC. C'était à peu près du même ordre. Et ceux qui n'y croyaient pas, quand même, c'était un peu délicat pour eux. Donc il y avait... la société, et c'était quand même, même si les gens continuaient à voter à droite et tout ça, mais dans les années 70, globalement la société était en train de changer, et puis quand elle a changé, on s'est rendu compte que ça ne changeait pas tant que ça. Donc finalement,
cet affrontement a complètement disparu parce qu'il y a eu il y avait plus cet affrontement de valeurs. Ça s'est détourné sur des trucs sociétaux après, mais il y avait plus ce truc vraiment fondamental, cet affrontement. Et dans les années 70, ce qui était cool, c'était pas cool d'être bien avec ses parents. Et est-ce qu'aujourd'hui il y aurait un affrontement à l'envers, c'est-à-dire qu'avec des parents rock, les enfants seraient devenus hyper classiques et se battraient contre leurs parents trop débauchés ou trop rock? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce que véhicule le rock, c'est une forme d'oppression, c'est-à-dire d'oppression de la façon dont il est utilisé dans la publicité, dans tout. Aujourd'hui, c'est une forme de culture dominante qui peut être aussi étouffante, à mon avis, que pouvait l'être, je sais pas moi, la musique militaire que j'avais 10 ans, quoi. Et je pense qu'on n'entend plus beaucoup de musique militaire, mais qu'est-ce qu'on entend comme rock bourrin? Je préfère encore Sambre et Meuse qu'écouter les Kills, quoi, vous voyez. Tous les jeunes écoutent de la musique militaire maintenant. Ils s'habillent comme leurs grands-parents. Mais voilà, je pense que la fonction du rock, et c'est normal, c'est une musique, elle est née dans les années 40 quand même. Les premiers trucs d'Ike Turner aux États-Unis et tout ça, ce qui préexiste au rock, ça commence vers 46, 47, et puis il y a plein de choses qui préexistent. Donc c'est une musique qui a plus de 70 ans quand même. Donc c'est normal qu'elle se soit un peu embourgeoisée, c'est normal que les gens qui tiennent un peu ça, enfin c'est normal qu'il y ait des notables du rock, et il y a des institutionnels, il y a des gens aujourd'hui qui sont pas des mauvais bougres par ailleurs, mais aujourd'hui c'est vrai qu'ils ont un peu remplacé ce qui était le vieux monde à l'époque. D'ailleurs, il représente aussi le vieux monde quand on voit la part aujourd'hui des musiques dites urbaines qui ont complètement démonétisé le rock dans une partie de la société. Alors, il y a une chose assez étonnante, c'est que quand on regarde Bertrand Burgalat, tout le monde dit que c'est un dandy. Et alors, déjà, est-ce que vous vous trouvez dandy? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes d'accord avec la définition de Baudelaire du dandy, qui est un culte de soi-même qui peut survivre à la recherche du bonheur à trouver dans autrui, qui peut survivre à tout, à toutes les illusions, à toutes les femmes, et c'est le plaisir d'étonner et la satisfaction de ne jamais être étonné? Alors, moi, il n'y a aucune définition, enfin, je me suis jamais revendiqué du dandysme, dans aucune des formulations, que ce soit ce qu'on entend par dandy aujourd'hui, ou au sens de Bonnie de Castellane, ça ne m'a jamais intéressé. Mais vraiment, après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dandy? Je m'habille, je me coiffe, je me brosse les dents, je me lave même, voilà, et j'essaie de me présenter de la façon, je considère pas que j'ai un physique hyper avantageux, donc j'essaie plutôt d'être bien dans mes vêtements, mais j'ai un budget, enfin, je mets les mêmes, je sais pas, hier j'ai retrouvé une photo prise en 82, le polo que j'avais à ce moment-là, je l'ai toujours. Ah oui. Donc vous voyez, je suis un très mauvais client pour l'industrie du luxe et tout ça. Et après, je me souviens très bien quand le mot de dandysme, il y a une personne qui, des gens comme Yves Adrien ou comme Eudeline, Eudeline avait écrit des trucs très intéressants parce que c'est des écrivains qui avaient lu les auteurs du 19e, etc. Ils savaient très bien ce que ça voulait dire. Mais moi, je me souviens quand c'est revenu en France, cette histoire de dandysme, j'étais affligé. C'était au début du label, vers 97. Il y avait la maison Smalto, ils étaient très sympas. Ils avaient demandé à Extone, qui était un groupe suédois qui sortait sur le label. On était allé jouer au Cirque d'hiver. Ils avaient fait un défilé homme, le dandy. Et c'était sous le parrainage. Ils avaient fait venir Brian Ferry. Il y avait Amanda Lear qui défilait. On avait joué, c'était là où il y avait l'orchestre au Cirque d'hiver. C'était très marrant, mais j'étais je disais rien. Je disais bon, super, parce qu'en plus Malto, je trouvais ça marrant. Lui-même avait d'ailleurs été emprisonné parce Francesco Smalto, il y avait eu une histoire avec Omar Bongo où il envoyait des filles de Madame Claude en même temps qu'il envoyait les costumes. Tout un tas de trucs qui étaient un peu sulfureux qui m'enchantaient, mais ressortir cette espèce de truc de dandy,
je me disais, c'est pas possible, quoi. Ça me semblait hyper cliché. Et en fait, ce cliché, c'est sparadrap du Capitaine Haddock. Évidemment, les bureaux de style, tous ces gens-là, toute cette espèce de verbiage de la mode, après l'ADN, l'expérience, enfin tout un tas de trucs comme ça, ils ont sorti cette histoire de dandisme. Et évidemment, c'est un peu comme le mot intellectuel, c'est ceux qui le revendiquent sont en général ceux qui ne le sont pas. Et le truc de quelqu'un qui se dirait dandy, je me dis attention, mais ceci dit, il y a des trucs, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Emmanuel Dubois, alias Jean-Emmanuel Deluxe. Quand j'ai connu il y a 25 ans, il y avait sur sa carte de visite, il y avait écrit Emmanuel Dubois, dandy de province. Et je trouvais ça génial. Il y a le dandy de grand chemin aussi. Mais d'ailleurs, vous dites sur vos lunettes, oui, avant j'avais l'air idiot car ça a été décalé et maintenant j'ai l'air idiot car c'est à la mode. Non, mais le truc qui est dangereux, c'est que chaque époque a des systématismes, il y a des choses, les tartes à la crème de l'époque, et finalement, si on essaye trop d'en sortir, eh ben on s'y retrouve. C'est-à-dire que si on prend, c'est presque un piège de prendre toujours le contre-pied de l'époque. C'est marrant, dans les années 80, on appelait ça brancher décalé. C'est une connerie en fait. Il faut aimer, il faut faire ce qu'on aime, il faut aimer, et même si c'est dans l'air du temps, bah tant mieux, c'est pas grave. Mais voilà le danger. Bah oui, j'ai besoin de lunettes. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends les lunettes de François Hollande ou est-ce que je prends des modèles comme ça? Bon, mais il n'y a pas de signification. Et enfin voilà. Vous savez, c'est marrant parce que ça m'arrive de faire des articles sur la musique des autres et tout ça. Et sauf exception, il y a un truc que je me refuse à faire, c'est à parler de leur apparence. Sauf si ça a un vrai. Enfin, si ça peut avoir un sens. Mais il y a un des trucs aujourd'hui. On est tellement dans le storytelling surtout que. Si on ne sait pas quoi dire d'un bouquin, d'un film et tout ça, on va toujours essayer de l'aborder par des voies complètement détournées. Donc ça peut être l'apparence physique, ça peut être des espèces d'anecdotes. Il a travaillé avec un tel, il a fait ci, il a fait ça. Et je trouve ça incroyable parce que finalement, ça veut dire que la personne qui est là pour justement communiquer ce qu'elle a pu sentir, il ne s'agit pas qu'elle ait bon ou mauvais goût, on s'en fout, mais juste j'ai lu ce livre, ça m'a intéressé ou ça m'a pas intéressé pour telle et telle raison. Comme elle ne sait pas nécessairement ce qu'elle a pensé, finalement, elle se demande juste si c'est bien ou pas d'aimer ça. Alors, on va essayer de justifier ça par tout un tas de trucs qui sont de l'ordre de la narration. Mais c'est amusant parce que vous avez évoqué Yves Adrien. Oui. Alors, parce que on a une anecdote sur Yves Adrien qui est un type assez étonnant, qui a été un des grands critiques musicales, une des figures du Palace, une des figures de la nuit avec Alain Pacadis, et qui normalement avait disparu vers 2001. Enfin, normalement, il était censé être mort. Et qui est un type avec une grande... Alors, je vais faire exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire, je vais parler Vous pouvez décrire son apparence, ça vaut le coup. Voilà, oui, pour le coup, ça vaut le coup. Avec une grande barbe, avec un chapeau de forme. Et je me souviens, on habitait à une époque juste à côté, quai de Bourbon. Il était venu à une soirée chez moi et on s'était retrouvé ivre-mort avec Yves Adrien chez moi. Et il y a des types, des inconnus qui arrivent et qui disent, mais... Qui est ce type? Et dit, oh, ne vous inquiétez pas, c'est un critique musical mort en 2001. Mais le truc, c'est que Yves Adrien, c'est quelqu'un de très intéressant, qui a écrit, qui a un côté médium, c'est une plaque sensible. Il a toujours senti des choses et il a réussi à les exprimer d'une façon assez géniale. Et il fait partie, c'est quand même quelqu'un... il y a eu beaucoup autour du rock, il y a eu des gens vraiment intéressants qui ont écrit, mais Yves Adrien, c'est un de ceux qui est allé le plus loin. Il y a Jean-Jacques Schul aussi, qui a eu un rôle important avec Rose Poussière. Mais je suis même pas sûr que chez les anglo-saxons, Dieu sait s'il y a eu des écrivains intéressants autour du rock, mais ce qu'a fait Yves est quand même très particulier. Et c'est assez formidable. Dans Novovision. Novovision, après il y a eu 2001, et c'est vrai que c'est sûrement quelqu'un qui a une telle exigence, un tel perfectionnisme que c'est difficile à concilier parfois avec la réalité, la réalité c'est se tromper, c'est faire des choses imparfaites, mais voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai la plus haute estime. Alors, il y a une chose étonnante, c'est que vos musiques
peuvent avoir à la fois un aspect élitiste, peut-être même snob, pointu, avant-gardiste, on dit de la difficult listening, et en même temps elles s'inspirent des musiques populaires. Alors est-ce qu'on pourrait dire que une certaine forme de beaufisme pourrait être le stade ultime du snobisme? Est-ce qu'il pourrait être parfois le plus populaire, peut être finalement le plus avant-gardiste? Je sais que vous avez par exemple fait une soirée dans un bowling ou... Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est exactement ce que je combats. Ah. Ça commence bien. Non, mais c'est très bien. Mais c'est intéressant. Non, écoutez, moi, je n'aime pas du tout cette condescendance. Je suis contre toute forme de préjugés positifs ou négatifs d'ordre social, d'ailleurs, ou autre. Hein. Donc ça m'intéresse pas du tout. Et pour moi, il n'y a pas du tout ces hiérarchies-là. Je suis pas du tout snob, pas élitiste non plus, et je suis pas non plus pour cette espèce d'état d'esprit qui considère que voilà, les choses dites populaires sont inintéressantes, mais je suis pas non plus dans une espèce enfin je suis pas dans ces poses-là. Après, non, si on a fait si on a fait des soirées il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans dans un bowling, c'est parce que l'endroit était agréable et que je voulais changer complètement. Enfin, j'essayais de changer la façon dont on pouvait faire des concerts et sortir à l'époque, où en général tout se passait très tard, c'était cher, justement. Les seules personnes qui payaient étaient celles qui n'avaient pas d'argent, puisque les autres étaient sur liste d'invités, etc. Donc je m'étais dit, on va faire des concerts, d'abord dans un lieu où il y a quelque chose à faire. Donc le côté bowling, ça permettait aussi aux gens de se rencontrer, de parler, pas uniquement d'être dans un endroit sombre où ils peuvent pas du tout discuter, donc ça c'était marrant. Et en plus je m'étais dit donc on commencera à 19h, ça se faisait pas du tout à l'époque, et toutes les personnes qui nous écrivent sur le site de Tricatel pourront rentrer. Et après, les gens du bowling gagnaient leur vie avec les consommations et les trucs du bowling. Nous on gagnait pas d'argent, mais on n'en perdait pas, et surtout il n'y avait pas de DJ qui passait de la house tout le temps, on passait tous les genres. Dans la même soirée, on pouvait entendre du rap, du rock, de tout. Mais ce qui était complètement impensable vers 99, c'était pas du tout, c'était tabou. On l'a fait. Et après, il y a eu plein de trucs comme ça qui ont continué, et tant mieux. Mais voilà, mais il n'y avait pas une volonté de s'encanailler. Ah, mais j'avais lu que dans les années 90, il y avait finalement un goût du retour des musiques finalement qu'on pourrait dire populaires des années 60, 70, un regain du goût pour une certaine variété française qui parfois a été méprisée. Oui, mais c'est toujours le cas, c'est-à-dire que ces allers-retours, dans les années 60, qu'est-ce qu'ils écoutaient? Les Stones, ils écoutaient du blues des années 20. Donc cet aller-retour de 30-40 ans dans le passé, c'est quelque chose qu'on a toujours connu. Les années 70, il y avait toute une esthétique, Charleston. Les années 80, il y avait un goût, même pour les années un peu grises, presque les années 40 esthétiquement. Ou le mambo, enfin, il y a eu plein il y a eu plein d'allers-retours comme ça, et c'est pas, à la fois c'est pas nouveau. Les Beatles eux-mêmes étaient un groupe revivaliste, ils reprenaient le rock des années 50 au début des années 60, et c'est ça qui a permis au rock de se renouveler. Donc moi je trouve que c'est à la fois c'est normal, et ce qui est important en revanche toujours, c'est que ça soit fait avec le plus de franchise possible, parce qu'autrement on arrive à ce qu'on connaît parfois, où on tourne complètement en rond dans tous les domaines, mais parce que justement on est dans du plagiat, mais où les influences ne sont pas revendiquées. Oui, c'est quand les influences ne sont pas revendiquées qu'on tourne en rond. Qu'on tourne en rond, tout à fait. Mais est-ce qu'il y avait aussi un goût pour ces musiques qui étaient un peu des musiques de la légèreté, de la désinvolture, un peu superficielles par profondeur, on pourrait dire? Parce que, en tout cas chez moi, je suis toujours très méfiant en musique d'une forme de grandiloquence dans l'expression des sentiments. Et c'est assez rare, je trouve, quand la tristesse est exprimée de façon trop frontale en musique,
je trouve que c'est rarement réussi, et les chansons qui sont les plus émouvantes sont souvent dites avec beaucoup moins les choses sont beaucoup moins soulignées. Et mais voilà, mais cette sensibilité-là, elle n'est pas forcément partagée, et puis c'est pas grave. Ce serait un peu le contre-exemple, ça serait Ne me quitte pas de Jacques Brel. Oui, c'est vrai, mais c'est une très belle chanson. Mais voilà, je trouve que tous les soirs, enfin moi je sais pas comment tous les soirs on peut dire ça. Enfin c'est difficile, et en même temps c'est très bien, mais il faut aussi se méfier, parce que parfois on croit que certains artistes sont un peu comme ça. Moi j'ai longtemps pensé que Léo Ferré était un peu dans cette approche-là, alors que quand on écoute certaines de ses chansons, elles sont merveilleuses, et c'est d'une subtilité, c'est d'une finesse, mais parfois on peut se désintéresser de certaines choses parce qu'on voit les personnes qui les revendiquent nous en détournent parfois. Mais d'ailleurs, vous aviez fait un projet assez amusant avec un groupe de DJ, je trouve ça charmant, DJ parisienne, qui s'appelait les Putafranges, où vous aviez fait reprendre des tubes de Niagara, de Sylvie Vartan, par des actrices françaises. Ah, mais c'est marrant. Oui, c'est pas du tout. Je suis pas du tout à l'origine de ce projet. Mais je l'ai fait. C'était une idée de Madame Figaro, qui était très gentille, et il m'avait demandé de produire et d'arranger une moitié du projet, et puis c'était Philippe Huminski qui avait fait l'autre projet, et chacun jouant sur la partie que l'autre faisait. Donc c'était un projet sans prétention, mais marrant, où j'avais vu un peu. J'avais travaillé avec Nathalie Baye, il y avait Isabelle Carré, c'était et j'avais, enfin c'était très marrant. Cécile Cassel qui chantait très bien, qui avait Cécile Cassel, Virginie Ledoyen, Sylvie Testu, voilà. Mais c'était quelque chose de très léger. Et ils avaient demandé à Cécile, Tony ah merde, comment elle s'appelle là, il faut je connais qu'elle, l'autre Putafrange. Sylvie ou un truc comme ça. C'est pas Sylvie Chou ce qu'elle s'appelle celle-là? Non, c'est pas Sylvie Chou. Sylvie Chou, c'était pas dans les Putafranges. Quelle est Putafrange inconnue? Merde, elle était à Nova, elle est adorable. Bon, on mettra un bandeau en bas avec le nom de la Putafrange oubliée. Ils avaient demandé, mais non, mais je connais qu'elle, et j'aime beaucoup. Il leur avait demandé de sélectionner les morceaux, donc voilà. Et alors, d'ailleurs, ça va nous amener à parler de Tricatel, mais avant, par Tricatel, vous aviez produit, on peut le dire, un album de Welbeck. Oui. Et alors, c'est très étonnant, et on appelait ça du rap mou. Moi, je disais ça pour rigoler. Ah oui. Alors, comment c'est de produire un album de Welbeck? Est-ce que c'est compliqué ou... Bon, comment dire, non, c'était pas si compliqué que ça. C'était un peu long, mais c'était pas compliqué. Puis c'était intéressant. Welbeck, c'est quelqu'un qui a de grandes qualités, et qui a une façon de. En fait, j'avais pas vraiment le mode d'emploi à l'époque, mais maintenant, rétrospectivement, je comprends très bien comment. Je pense qu'il est ça peut être très fluide, très facile de travailler avec lui. Mais il y a quelques paramètres à bien avoir en tête, et après ça se passe bien. Et c'est quoi les si les candidats peuvent m'appeler, je vais pas. Non, mais voilà, mais voilà, c'est quelqu'un, je pense qu'il est. Si les choses se passent comme il veut, tout se passe bien. Bon, s'il y a une petite faute de quart et tout ça, ça va être un peu. Si on fait pas exactement ce qu'il voudrait, là, ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais voilà, j'ai pas de. C'était un projet très marrant et je suis très fier. C'était un très beau projet. C'est quelqu'un. Je trouve que ses poèmes étaient vraiment beaux. Il y avait des choses très fortes. Mais d'ailleurs, vous racontez dans votre enfance, vous avez vécu dans une sorte au cœur des cités HM de Bobigny. Est-ce que là, vous retrouviez un peu le côté Welbeckien de Bobigny, on peut imaginer? Non, parce que je pense que l'approche de Welbeck, je suis sûr qu'il avait réussi à trouver un endroit assez moche en Irlande. Hein. Oui. Vous pouvez, je pense que il est capable de.
il est capable de sortir le pire, mais aussi des choses très belles par ailleurs. Mais donc, comment dire, vous pouvez l'amener dans la plus belle ville du monde, il vous trouvera l'équivalent de la cité Karl Marx à Bobigny, il n'y a pas de problème. Alors, ça va nous amener à parler de Tricatel, qui est d'ailleurs un merveilleux hommage à L'aile ou la cuisse, qui était un film de Claude Zidi. Et on aime beaucoup Claude Zidi, notamment, je veux dire, un film, j'aime beaucoup Les Soudoués en vacances, avec la chanson Destinée, qui est l'été indien à l'envers. Ah oui, Destinée. Oui, Destinée, ils avaient pris la bande de l'été indien. Marchand, ça, Destinée. Et ils ont pris la bande de l'été indien, ils l'ont mise à l'envers pour faire une chanson soi-disant à garde, et ça a été un énorme tube. Il y a un très bon film de Claude Zidi sous-estimé, c'est Les Rois du Gag, que je vous le conseille. Ouais. C'est avec Michel Serrault, il y a L'Ermite et Junio, et c'est vraiment très très bien. C'est deux types qui font du café-théâtre, ça marche pas. Et il y a un grand comique officiel de la télé qui s'appelle Gaëtan, qui est joué par Michel Serrault. Et ils appellent, quand il fait son show du samedi soir, ils inondent le standard de la télévision pour dire que ce qu'il fait est lamentable et tout ça. Et donc Gaëtan veut se renouveler, il les recrute et ils font un show qui va être super, sauf que c'est en direct et à la coupure publicitaire, il y a un équivalent toujours joué par Michel Serrault d'Orson Welles qui demande à Gaëtan de jouer pour lui, et l'autre se dit je peux pas faire des blagues comme ça, et donc il transforme le show en une espèce de truc très Peter Brook, quoi, et donc c'est très intellectuel et c'est une catastrophe. Enfin voilà, c'est un film très marrant. Les Rois du Gag. Ouais, on va regarder tout ça. Il y a une chose amusante, c'est au début de notre label, comme vous n'aviez pas forcément assez de gens pour faire les compilations, vous inventiez des faux chanteurs. En fait, vous, on est experts en fausses émissions, en fausses. C'est vrai. Ben, je rêvais en fait de faire un label un peu démiurge, mais je ne sais pas du tout ce que j'ai fait finalement, parce qu'au bout d'un moment, il y a une réalité humaine. Si vous travaillez avec des gens intéressants, et c'est ce que j'essaie de faire, et puis je pense que c'est le cas, vous ne pouvez pas bien sûr qu'on pourrait le faire comme une blague, mais il n'y a même pas de débouché pour faire ça, mais après on a envie qu'ils s'expriment, qu'ils fassent des choses, et pas faire juste des trucs un peu potaches. Mais c'est vrai que j'aurais rêvé de faire une espèce de pop industrielle, où on dit tiens, on va faire un disque, ça va s'appeler comme ça, on va faire une pochette, l'interprète va être faire quelque chose de complètement préfabriqué, mais finalement ça serait beaucoup de travail pour qu'à la fin, en plus, je suis pas du tout sûr que ça marcherait. C'est un peu comme les directeurs de journaux qui s'envoient des fausses lettres d'injures. Le patron du Quotidien de Paris, t'es spécialiste, il s'écrivait toute la journée des lettres d'injures qui publiaient dans le courrier des lecteurs, votre journal est nul, et il y répondait ensuite. C'est bien que ça. Alors, vous dites sur votre label, il y a une chose assez étonnante, c'est que vous auriez presque envie finalement que les majors vous volent vos auteurs. Oui, ils le font de temps en temps, mais ils le font tellement finement que je m'en rends même pas compte. Mais ça arrive. Mais c'est vrai que non. Ce qui est vrai, c'est que j'aurais aimé que cette petite écurie d'artistes talentueux, parfois, je regrette qu'on n'ait pas plus de possibilités qui soient utilisés par d'autres projets. Et souvent, quand les gens les utilisent, ils ne nous le préviennent même pas. Mais en tout cas, moi, j'espérais qu'on ferait des disques très exigeants d'un côté et faire peut-être d'autres projets qui soient pas exigeants, mais je sais pas, je trouve qu'il y a par exemple, si on prend les paroliers, les auteurs, c'est dommage qu'on n'ait pas pu proposer des chansons pour des artistes de très grand public. Johnny ou Michel Polnareff, par exemple, ça serait génial. Quand j'ai eu l'occasion quand on a pu le faire parfois, comme pour Christophe Willem, c'était exactement les mêmes textes que ce qu'on aurait. On vendait 1 million d'albums avec Christophe Willem, alors que les mêmes textes chez nous, on en aurait vendu 5000. Et vous avez même travaillé, est-ce que c'était à travers votre label pour Marc Lavoine ? Oui, pas à travers le label, mais j'ai fait des chansons
avec Marc, qui est quelqu'un, alors qui est un interprète absolument génial. Enfin, c'est pas qu'un interprète, parce qu'en plus c'est un auteur, un acteur, un compositeur aussi, un acteur, mais en tout cas, ce qu'il apporte à une chanson, à chaque fois, en plus des textes et tout ça, c'est absolument... je trouve que c'est un chanteur populaire, et dans les meilleurs sens du terme. Mais on a un projet de refaire des choses ensemble, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, le slogan de votre maison, c'est « Tout espérer, ne rien attendre ». Oui, c'est un slogan que j'utilise pour beaucoup de choses, mais qui est dû à Elisabeth Barrier, qui est un des auteurs du label, qui est une grande romancière. Et elle m'a dit ça un jour, que c'était un peu sa devise. Et c'est vrai que on ne sait pas vraiment on a eu plusieurs comme ça, un peu mots d'ordre. Il y a une phrase de Churchill aussi qui est bien. C'est, je crois, pas la réussir ou un truc, c'est aller d'échec en échec sans jamais se décourager. Il y a aussi la phrase d'Einstein sur la folie. Ah oui, ça j'ai entendu ça récemment dans un article des Échos sur à propos de Theresa May. Ouais. Effectivement, Einstein disait que quand on refait toujours la même chose, en espérant un autre résultat, pour lui c'est la définition de la folie, et c'est vrai que c'est assez inquiétant pour moi. Et le mot d'ordre à Tricatel, c'est de ne pas avoir peur du ridicule, vous disiez. Alors ça c'est un apport de Catastrophe, entre autres, c'est que Catastrophe, effectivement, une des choses qu'elle revendique, c'est effectivement le droit d'être ridicule, en tout cas le droit de pas toujours se laisser impressionner comme ça par ce regard social et par ce côté pose où on se demande toujours si c'est bien, de quoi on a l'air, etc. Et vous dites aussi, par exemple, pouvoir parler de société sans pas pour autant être dans l'imprécation, l'indignation, l'engagement, des trucs un peu ennuyeux, pesants, quoi. Oui, mais attention, l'engagement, ça c'est autre chose. Oui. Parce que c'est bien de s'engager. Mais en revanche, c'est vrai qu'en musique, l'imprécation, c'est pas très... D'abord, ça n'a jamais rien changé. C'est assez rare qu'une chanson change le monde. Il y a eu quand même des chansons, je sais pas, le Free Nelson Mandela, ça a eu de l'impact. Mais enfin, en général, la chanson, disons juste d'indignation. D'abord, l'indignation, elle a un truc très dangereux, c'est qu'elle est très exonère. Une fois qu'on s'est indigné, les gens qui s'indignent le plus en général sont souvent ceux qui se comportent le plus mal en réalité. Oui, comme les gens qui se disent le plus tolérants. Si vous prenez, je sais pas, quand vous voyez les discours au César, etc. Et que heureusement que le monde n'est pas, que la planète n'est pas gouvernée comme l'est l'industrie du cinéma, parce que c'est des industries où il y a les plus fortes disparités et les plus grandes injustices. Donc c'est toujours assez réjouissant de voir comme ça le décalage entre les discours de façade et la pratique. Mais après, voilà, par exemple, le fait... Je pense que si j'avais pas la responsabilité d'un label, c'est quand même une aventure collective et dans laquelle chacun a des opinions très différentes. Et pour moi, c'est très important de respecter ça. Et ça m'empêche pas, je sais pas, je peux m'exprimer sur des questions de société, etc. Mais je le fais d'une façon qui est complètement disjointe le plus possible du label, parce que je sais pas moi, je pense que la SNCF est mal gérée par exemple. Mais enfin, peut-être que dans le label, je pense qu'il y a des gens qui trouvent dans le label, peut-être que tout le monde ne pense pas ça dans le label. Alors d'ailleurs, vous avez fait la transition toute trouvée avec le cinéma, parce qu'on va parler de musiques de films que vous avez faites. Déjà, vous avez fait, j'étais très impressionné, la musique des Nuits Fauves. Mais vous dites que c'était un film nul. Soyons précis. J'ai pas fait la musique des Nuits Fauves, j'ai arrangé et produit les chansons de Cyril Collard. Vous n'êtes pas l'auteur du crime. Mais non, et d'autre part, c'est vrai que quand j'avais vu la projection, il n'était pas terminé. Ouais. Ce film ne me plaisait pas. Ouais. Mais je trouvais le réalisateur attachant. Cyril Collard. Oui, et on voyait, enfin, c'était quand même l'époque où le sida battait son plein, on voyait qu'il était séropositif. Enfin, c'était donc. Vous savez, il faut l'aider, et en même temps,
c'est vrai qu'artistiquement, il y avait un côté justement une emphase dans les chansons qui n'était pas du tout mon truc, mais où j'essayais un peu de l'aiguiller à ce que ça soit pas trop, que ça soit bien quand même et tout. Mais c'est vrai que c'était pas mon truc. Et en même temps, je disais c'est pas grave, de toute façon le truc, ça va pas marcher. Je souhaitais pas que ça marche pas, hein, mais voilà. Et c'est là où j'ai une absence complète d'instinct commercial. Et ça a très bien, ça a été un choc, ça a été un succès énorme. Ouais. C'est pas votre femme qui vous dit à chaque album, mais ça va marcher là. Si, mais j'ai une femme, mon épouse m'encourage beaucoup. Mais c'est vrai que plus elle me dit, plus ça me, je peux pas être j'ai 55 ans, je peux pas être un artiste en développement. Donc il y a un moment où on se dit que la phase de développement est terminée et malheureusement on se rend compte que toute sa vie on va répéter à peu près les mêmes trucs, en bien ou en mal. Et ça ne veut pas du tout dire, moi je suis très heureux, je trouve qu'il y a des choses qu'on a faites qui sont mieux comprises aujourd'hui qu'elles l'étaient quand on les a sorties. Mais c'est très bien, ça me fait plaisir. Mais après, voilà, je suis un peu obligé de faire abstraction de tout ça. Je trouve que c'est déjà pour moi le succès, une forme de succès d'avoir réussi à sortir des disques qui auraient peut-être été plus difficilement sortis si on ne l'avait pas fait et qui ont trouvé quand même un public. Tout ça pour moi c'est une grande victoire. Après ça me fatigue après tant d'années qu'on doive toujours un peu se battre. Mais vous savez, je sais pas, Bertrand Tavernier, j'avais fait des morceaux pour Quai d'Orsay, mais j'avais pas fait l'ensemble de la musique. Mais Bertrand Tavernier, malgré ses états de service, alors que c'est quelqu'un, c'est un cinéaste qui sait travailler avec une rigueur, qui sait tenir un budget. Enfin, c'est pas, on va citer personne, mais bref, son prochain film, il n'a pas le financement. Donc je suis pas le seul, donc c'est pour ça que ça sert à rien de se plaindre de ça. Mais est-ce que vous avez le sentiment, entre guillemets, de pas avoir la carte, de pas vraiment être intégré Écoutez, j'en sais rien, parce qu'en même temps, depuis le début du label, j'ai senti aussi beaucoup de bienveillance, beaucoup de gens qui nous aident. Donc c'est plus... ce qui est pas mal, c'est que il y avait des gens il y avait des médias, quand on a commencé, qui avaient beaucoup plus de poids, et dans lesquels certaines personnes avaient un rôle, pas par leur talent, mais par le poste qu'elles occupaient. Et la plupart sont soit partis à la retraite, et donc disons qu'il y a eu un renouvellement aussi qui nous profite, parce que disons que les clercs de l'époque, et en plus tout le monde les a oubliés parce que c'était des gens qui ne savaient pas écrire, ils n'avaient aucun talent particulier à part celui d'être là, quoi. Et donc tous ces gens-là n'étant plus vraiment en capacité de nuire, ça a ouvert beaucoup de perspectives pour beaucoup, pour beaucoup d'artistes. Je trouve qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ceux qui les ont remplacés, je veux dire, la nature a horreur du vide, il y aura à nouveau des espèces les choses vont évoluer, pas toujours de façon absolument parfaite, mais en tout cas, voilà, moi je me sens ni maudit, ni mais ça m'amuse parfois presque. J'aime bien moi quand on fait un truc qui est super, ça me rend, à la fois ça me rend dingue, mais ça me réjouit quand on fait un truc superbe et que quasiment personne n'en parle, et quand on en parle même de façon positive sans avoir compris le truc. Je trouve ça assez rigolo. Mais est-ce que vous avez aussi pas voulu devenir une créature? On pense, je sais pas, à Philippe Catherine ou à Sébastien Tellier, qui sont un peu devenus des personnages, des créatures, oui. Des créatures. Mais c'est pas de leur faute, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez passer chez Ruquier, par exemple, et que vous n'êtes pas, disons, ce que vous faites n'est pas immédiatement perçu comme étant hyper populaire, etc. De seule façon, et c'est normal, il y a un côté montreur d'ours. Il va montrer des espèces de personnes un peu aberrantes, et donc il faut au contraire amplifier tout ce qui a un peu d'aberrant chez vous. Et là, il y a un petit truc qui peut l'intéresser. Mais en dehors de ça, et
Et ça a commencé pour moi un peu, et alors que c'est une personne vraiment intéressante, avec Brigitte Fontaine. Ouais. C'est la première personne. Areski et Fontaine, c'est des gens, ils ont écumé, c'était des gens vraiment qui depuis les années 60 venaient vraiment d'une forme d'underground. Et Brigitte Fontaine, à partir des années 90, on a commencé à voir sur des plateaux, mais en mettant en avant le côté, elle est un peu dingue, quoi. Elle fait un album qui s'appelle Brigitte est folle, donc c'était facile de. Et donc ça s'est fait, des gens qui sont devenus un peu prisonniers de leur personnage comme ça, mais c'est ancien, vous savez, il y a un livre que je cite souvent, qui est celui de Marie-Dominique Lelièvre sur Serge Gainsbourg, Gainsbourg sans filtre, et on voit comment Gainsbourg, à partir du moment où il devient Gainsbar et il connaît un succès énorme, devient complètement prisonnier de cette image. Et que ce personnage de Gainsbar l'a presque tué parce qu'il était obligé d'être cette espèce de type un peu cracra qui buvait comme un trou et qui disait des obscénités. Mais d'ailleurs, vous racontez que finalement, même la marginalité est marketée. Et par exemple, quand Balzac a écrit ses romans, du jour au lendemain, dans la rue, il y a eu plein de personnages balsaciens qui sont arrivés. Oui, c'est Patrice Baulon qui dit ça, dans Morale du pas dans Morale du Masque, dans Esprit d'époque. Il explique ça, et c'est un livre que je vous recommande, je crois qu'il date de 2003, mais qui annonce toute l'époque actuelle. Je trouve qu'il y a 2 livres comme ça qui méritent vraiment d'être lus. C'est Esprit d'époque de Baulon en 2003, qui explique qu'effectivement le fait d'être original, c'est de sortir du lot, c'est quelque chose qui est marketé aujourd'hui. Et celui qui est très intéressant aussi, c'est Yves Michaud dans Le Nouveau Luxe, qui doit dater de 2013. Et tout ce truc aujourd'hui de se distinguer par... alors, luxe, il a plein de catégories comme ça, luxe d'expérience et de ça, et c'est un livre très très prémonitoire, comme celui de Baulon. Et vous diriez quoi de la citation de Dali qui disait « Ce n'est pas mon talent qui est barbouillé par la publicité, c'est la publicité qui est totalement barbouillée par moi ». Non mais Dali, c'est vraiment ses interventions, elles sont magiques. Voilà, c'est ça. Elles sont d'un humour, il y a une conférence, on trouve sur YouTube une conférence qu'il a fait à Sciences Po, pas à Sciences Po, à Polytechnique, qui est absolument, où il arrive à Polytechnique avec un entonnoir sur la tête, mais c'est brillant. Et les gens lui demandent un autre truc, on lui demande qu'est-ce que vous pensez de Picasso, il dit c'est le plus grand peintre de tous les temps après moi. Et tout est comme ça, mais c'est et c'est un mélange évidemment de provocation, de choses, mais toujours avec un fond assez intéressant aussi. Oui, d'ailleurs, même picturalement, c'est quelqu'un qui avait une énorme formation classique, traditionnelle, c'était pas... C'est pas et même, je sais pas, ma mère qui avait fait des études de philo, elle dit, d'un point de vue philosophique, ces conférences, il pouvait faire des trucs extrêmement pointus sur des philosophes, très précis, enfin, c'était pas que du vent, quoi, c'était pas Jean Dernalier, c'était... Mais, ouais, il y a des trucs intéressants aussi, il y a côté plus... Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, on va continuer sur les films. Vous avez aussi fait des musiques pour un film My Little Princess d'Eva Ionesco. Alors, parlons de ce film qui est assez étonnant quand même, parce que c'est l'histoire de Eva Ionesco, en fait sa mère qui était Irina Ionesco, il y avait énormément prise en photo, jeune, quand elle avait, je crois, 7-8 ans, nue, pour des magazines. D'ailleurs, sa fille lui a fait un procès, il y a eu toutes des histoires, et Eva Ionesco a fait un film sur ce sujet. Et vous avez fait une certaine musique du film ? Non, j'ai fait la musique, oui. Est-ce que c'est le côté sulfureux qui vous a attiré ? Non, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup Eva. Ouais. C'est quelqu'un qui a qui a une histoire qui est insensée. Et je trouve génial qu'elle ait pu surmonter tout ça. J'ai trouvé absolument incroyable à l'époque. Très intéressant et très glaçant la réception. Le film était très réussi. Mais je me souviens que pour beaucoup de gens, le fait que Eva en voulait à sa mère de la façon dont elle l'avait traitée et dont elle lui avait fait prendre... Alors, elle a commencé à faire des photos érotiques d'Eva à 4 ans. Elle avait 4 ans. Et c'est très étonnant quand même, alors qu'on est dans une époque où tout est... néo-puritanisme. Ouais, pour beaucoup de gens disaient ouais, mais quand même elles sont bien les photos. Ouais. Et d'une certaine façon,
la stratégie, il y a eu beaucoup de collectionneurs. En fait, toutes les plaintes qu'a essayé de faire Eva pour que les photos d'elle soient détruites, ce qui est la moindre des choses, ont servi, malgré elle, à un trafic de photos. Parce que plus une photo est poursuivie, plus elle est interdite, plus elle a de la valeur pour les collectionneurs. Donc c'est assez vicieux ce truc des photos interdites, d'essayer de faire interdire une photo, parce que ça permet en réalité aux photographes de la valoriser encore plus. Surtout que je suis pas sûr que Rina Ionesco avait un grand talent. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est étonnant, je me souviens de quelqu'un de la mode disant à Eva, et pourquoi tu fais un procès à ta mère? Et elle lui explique, mais en fait, il n'arrivait pas à comprendre. Il pensait que c'était parce qu'elle ne l'avait pas payé. mais j'ai trouvé, disons, par rapport à Eva, une grande violence. Une grande violence qui s'est arrêtée quand elle a rencontré Simon Liberati, parce que Simon est très protecteur avec elle. Et le fait que tout d'un coup elle soit plus isolée comme ça, je pense que les gens ont fait plus attention. Ah merde. Ça fera notre jingle. Ça fera de l'animation dans l'émission. J'avais éteint pendant une heure. Mais c'est drôle, Simon Liberati qui lui-même a une réputation un peu destroy ou un peu sulfureuse. Oui. Non, Enregistrement par an. Non, mais Simon, il aime bien le côté, il aime bien le soufre et tout ça, mais c'est quelqu'un en tout cas de très chevaleresque avec Eva. Mais j'ai trouvé que parfois les gens se permettaient des choses avec Eva qui ne se permettraient pas avec d'autres, mais peut-être parce que justement ils l'avaient vue toute nue. Il y a un truc qui est c'est terrible ça, mais de la même façon que quelqu'un qui passe à la télé une star qui passe à la télé à 21h, parfois on peut avoir avec cette personne une familiarité, un mélange de déférence et de familiarité qu'on n'aurait pas avec d'autres parce qu'elle a été chez vous dans votre salon. Et donc Eva Ionesco, oui, moi j'ai trouvé qu'il y avait des réactions, parfois, de personnes pourtant bien sous tout rapport, qui étaient d'une violence et d'une indignité totale. C'est étonnant d'ailleurs, anecdote qui n'a rien à voir, mais ce sera une parenthèse. Quand Rina Ionesco a arrêté de faire des photos de sa fille, elle avait décidé de faire des photos d'œuvres d'art. Et mon père faisait des baleines en bois, bref. Et elle s'était mise à faire des photos des baleines de mon père. Et les photos étaient absolument nulles. Ce qui montrait peut-être que le talent photographique n'était pas forcément. Je sais pas, mais voilà, c'est sûrement aussi le reflet de l'époque, mais en tout cas Eva, elle a beaucoup de mérite. Je pense qu'elle est très au-delà, disons, même de certaines personnes y compris autour d'elle, qui la limitent complètement à cette histoire du palace qui n'a aucun intérêt. Pourtant, elle a fait un film sur ça. Oui, mais parce que je pense que peut-être qu'aussi les producteurs, tout le monde, enfin pas les producteurs en l'espèce, mais tout le monde veut la réduire à ça, donc à un moment, on est un peu condamné à ça, mais je trouve que, voilà, elle vaut mieux que ça. Le palace, c'est un endroit qui n'avait aucun intérêt, qui n'a rien généré de bien. Il n'y a pas eu de musique faite avec le palace, il n'y a pas eu d'œuvre d'art, il y a eu des gens brillants qui y sont passés, mais comme il y a eu des gens intéressants au Macumba de Montpellier qui sont allés en boîte. C'était une boîte de nuit. Ça n'a rien engendré d'intéressant. Et les gens qui en général parlent le plus de cette époque, c'est ceux qui n'ont rien fait d'intéressant par la suite. Mais voilà, et en plus, comme le disait d'ailleurs Yves Adrien, c'était un endroit en plus qui portait malheur. Enfin, c'était le pur endroit maudit. Il n'y a eu que des choses atroces liées au palace en réalité. Ah oui? D'abord les gens ont attrapé le sida. Enfin, il y a eu un truc. C'est une boîte qui est totalement maudite. Ah ouais? Et oui, d'ailleurs tous les repreneurs ont eu les pires emmerdes. Enfin, voilà, je dis pas, c'est pas du tout un endroit intéressant. Et autant parfois il y a eu des choses liées à des clubs. Je sais pas moi, si vous prenez la Northern Soul dans le nord de l'Angleterre, c'est une culture extraordinaire. L'histoire d'un Northern Soul qui a été faite, c'est-à-dire que ces 45 tours un peu obscures de soul américaine
qui était complètement adulé par des jeunes depuis les modes jusqu'à aujourd'hui dans le nord de l'Angleterre. C'est une culture spontanée comme ça qui est absolument géniale. Mais là, le palace, non, pitié quoi. Mais même quand on lit des mémoires de gens qui racontent les années de la nuit, c'est souvent très inintéressant en fait. C'est souvent très plat en fait. C'est des trucs souvent. Non, il y a des. Ouais. Parfois, je sais pas. Écoutez, c'est délicat. Je me souviens, je sais pas, Paquita Paquin, elle avait fait un livre touchant, mais c'est pas touchant parce que ça se passe au palace, parce qu'elle écrivait bien et elle aurait été. Je sais pas, moi, elle aurait travaillé dans un garage à Limoges, ça aurait été intéressant aussi, même plus intéressant. Mais c'est pas l'endroit en lui-même n'a aucun intérêt, quoi. Et en plus, il y a eu un truc bien au Palace, c'était les concerts. Ouais. Mais les concerts, tous ces gens-là n'y allaient pas parce que c'était à l'heure où ils se préparaient pour sortir. C'était une autre équipe qui faisait ça. Mais on avait hésité, d'ailleurs on hésite toujours à recevoir la fusion du Palace, mais j'avais pas l'impression que ça avait un intérêt. Je sais pas, mais tout peut être intéressant. Mais ça peut être intéressant d'avoir été physionomiste au Palace. Pourquoi pas mais enfin comme je sais pas moi comme voilà, moi je trouve que tous les parcours sont intéressants, mais en tout cas le Palace en lui-même. Ouais. Non, mais on aura ça un jour il y aura ça sur le baron. Pour nos auditeurs qui vont être désespérés. Oui, de toute façon, il y a les gens qui disent le Palace c'était mieux avant. Quand on voit ce sont les boîtes de nuit, ça, aujourd'hui c'est pas. Moi je pense pas. Alors en plus, si vous voulez vraiment faire la comparaison, quand on sortir, sortir à l'époque, d'abord le monde de la nuit c'était très cher. Les consommations coûtaient, je sais pas, un whisky dans une boîte en 80, ça valait quasiment 10 €. C'était cher quand même. Toujours le cas, d'ailleurs. Et en plus, le monde des branchés à l'époque, c'était des gens qui étaient à la fois très libres, beaucoup moins conformistes que les gens qui se définiraient comme des branchés aujourd'hui, mais assez méchants quand même. Et tout ça n'était pas très aimable. C'était des petites coteries qui se regardaient un peu loin. C'était pas toujours très sympathique. Mais le monde de la nuit est, je pense encore aujourd'hui, un monde pas forcément gentil, quoi. D'ailleurs, ils ont survécu. Moi, je suis toujours sidéré aujourd'hui qu'on écoute encore que des gens font des morceaux encore toujours un peu disco, parce que le monde de la nuit, c'était le monde des propriétaires de boîtes. Ouais, c'était quand même pas des gens très intéressants, mais ils ont réussi, grâce en particulier au DJ, grâce à la techno, grâce à tout ça, ils ont réussi quand même à se renouveler de façon géniale quand même, parce que la techno et la house et tout ça, ça a permis à ce monde-là de survivre, qui paraissait condamné quand même. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à aller dans un endroit où il n'y a pas de lumière et où on ne s'entend pas parler, et où on ne peut même plus fumer. Ils ont réussi quand même, donc je dis bravo. Mais... Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur le monde de la nuit. On avait reçu il y a quelques émissions un invité dont je ne citerai pas le nom, et qui avait été très ami de Jacques de Bachère. Et Jacques de Bachère, aujourd'hui, s'est vu dans le milieu de la nuit comme une légende, un mythe. Et on lui dit, ça alors, vous avez connu Jacques de Bachère, ça devait être incroyable. Et la personne nous répond, s'il y avait bien une personne dont j'aurais jamais pensé qu'on allait me reparler un jour, le type le plus plat, le plus inintéressant, le plus fade au monde, c'était bien Jacques de Bachère. Comme quoi, finalement, on mythifie un monde de la nuit qui n'est pas forcément grand intérêt. Oui, bon, c'est normal, mais c'est vrai que, bon, voilà. En tout cas, je peux vous affranchir là-dessus, soyez pas... ne regrettez pas de ne pas avoir connu... je sais pas, tel ou tel truc. Ouais. Ça a toujours existé. Chaque période, donc je vous disais, la génération de 68, vous lisez les souvenirs de Pierre Goldman, il était... Et il s'en voulait de ne pas avoir vécu ce qu'avait vécu son père, qui était un partisan de la Moï et tout ça. Chaque génération regrette de ne pas avoir vécu celle d'avant, ce qu'ont fait ceux d'avant. En tout cas, Bertrand Burgalat, on était ravis de vous recevoir. Moi aussi. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons
Comment ? Merci au public silencieux et fumeur, certes. Oui, vous avez fait une très bonne machine à fumer. C'est notre machine à fumer maison. Ah oui, je me souviens maintenant. Ouais. C'était Tania Brunner-Rousseau. Ah. La deuxième pute à France. Là, tous nos éditeurs, là, oui, en effet. Putain, Tania. On l'attendait. Là, l'émission n'allait pas. Ouais. Allez, merci beaucoup à tous. Salut et fraternité.